Bon retour à tous et à toutes. J'espère que vous avez autant profité que moi de la dernière séance, l'impact émotionnel d'un diagnostic de cancer colorectal sur les patients. Je pense que vous avez eu l'occasion de réfléchir et d'apprendre de nouvelles astuces et nouveaux conseils pour gérer toutes ces nouvelles émotions. Dans notre prochaine séance, nous allons voir comment personnaliser votre plan de soins post-traitement. Nous parlerons de choses comme le transit intestinal post-traitement, comment retourner au travail et d'autres vrais enjeux rencontrés après le traitement. Nous avons avec nous Dr Marie-Lise Boutros, directrice de programme pour la résidence en chirurgie colorectale et responsable du programme de recherche en chirurgie du côlon et chirurgie rectale à l'hôpital général juif à Montréal. La Dr Boutros va faire une courte présentation et après nous passerons en discussion entre experts. Pour cette discussion, nous aurons Anita Goldberg, Anna Urbani et Chris Schwartz. Ils sont tous des patients et survivants du cancer et la docteure Carmen Loisel, psychologue, infirmière et professeure. À la fin de la séance, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Pendant que vous écoutez, si vous avez toute question qui vous vient en tête, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser dans la section des questions en haut à droite de votre écran. À vous la parole, docteur Boutros. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, c'est un domaine qui me passionne. Je suis chirurgienne spécialiste en chirurgie colorectale. Alors une fois que le traitement est terminé, que se passe-t-il? Alors nous arrivons à la phase des plans d'intervention pour survivants, la surveillance continue, les visites des médecins pour s'assurer que le cancer ne revienne pas. Il faut gérer les effets à long terme physiques du traitement, chercher à devenir en santé et rester en santé et gérer un grand éventail d'émotions comme vient de le mentionner Dominique. Toutefois, chaque personne, à mesure qu'elle ou il gère une nouvelle normalité, va chercher à retrouver le contrôle et se demander comment est-ce que je peux vivre pleinement la vie, retourner au travail, réintégrer une routine et comment composer avec les conséquences du traitement. Pour ce qui concerne la récidive du cancer, il est important d'établir un plan d'intervention pour les survivants avec votre personne ressource pour le traitement, que ce soit votre chirurgien, oncologue, médecin de famille, quelle que soit la personne qui va vous suivre pendant les 5 prochaines années pour s'assurer que le cancer ne revienne pas. Et bien, il sera attrapé à temps. Les visites incluront les visites de médecins, les analyses de sang, l'imagerie médicale, l'endoscopie, que ce soit la sigmoïdoscopie ou la colonoscopie. Elles sont établies selon les lignes directrices, mais également établies selon le stade de la tumeur que vous avez vécue. Une étude intéressante nous vient des pays scandinaves. Elle comparait la surveillance à haute intensité, donc les visites fréquentes chez les médecins avec des examens. Dans les 2 premières années, c'était tous les 3 mois et les années d'après, tous les 6 mois, pour ensuite passer à des programmes d'intensité plus faibles de surveillance où on vous suit 1 ou 2 fois par année pendant 1 ou 2 années. Et ils se sont rendus compte que les deux groupes avaient de très bons résultats. Il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée à un programme de surveillance à haute intensité. Donc quand les patients viennent me dire j'aimerais voyager à l'étranger pendant 6 mois, ça me ferait vraiment du bien. Est-ce que ce serait dangereux si je manque une visite? Parfois, je peux modifier leur plan d'intervention pour qu'ils puissent profiter pleinement de la vie et atteindre leurs objectifs. Je me concentre sur un domaine de recherche qui me passionne, qui est la gestion des conséquences à long terme après une chirurgie colorectale réussie et le traitement. Comme vous le savez, si le cancer que vous avez vécu se trouve vraiment près du mécanisme du sphincter, il faudra retirer le rectum et inclure un sac permanent. Et il y a également d'autres raisons pour utiliser un tel sac permanent. Toutefois, si le cancer se situe plus haut dans le rectum ou ailleurs dans le côlon, nous pourrions l'enlever et reconnecter vos intestins pour éviter une stomie permanente. Quelle que soit l'opération effectuée ou le traitement apporté, il y aura un nouveau fonctionnement du système du transit intestinal après le cancer colorectal, que ce soit vivre avec une stomie, donc gérer la peau autour de la stomie, les transits intestinaux, les sacs, les poches, les fuites et les autres aspects socio-émotionnels d'une stomie. Tout cela va certainement changer votre vie après la
chirurgie. La plupart des patients, par contre, vont vivre une résection. C'est une chirurgie qui retire une partie de leur côlon rectum et ensuite on peut reconnecter les intestins. Et après cette reconnexion, les patients vivent tout un ensemble de symptômes intestinaux négatifs qui augmentent si le cancer se situe dans le rectum ou dans le côlon descendant. Et cette constellation de symptômes inclut des allers-retours fréquents aux toilettes, l'urgence, l'incontinence et l'accumulation de selles fréquentes où une personne va avoir sentir qu'il veut faire des selles, va aller aux toilettes à répétition et cela va prendre beaucoup de temps dans la journée. Cette constellation de symptômes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de résection antérieure basse, le SRAB. Le SRAB est devenu l'objet de ma recherche et de ma carrière universitaire. Qu'est-ce qui se passe avec le SRAB? Pourquoi est-ce qu'on subit ce syndrome de résection antérieure basse? D'abord, on perd le réservoir du rectum. Le rôle du côlon, c'est d'absorber l'eau et de pousser les selles du côlon vers le rectum. Et le rectum, c'est un réservoir qui peut retenir les selles jusqu'à ce ce soit le bon moment d'aller aux toilettes. Quand nous opérons et connectons le côlon au rectum ou retirons une partie du rectum, nous perdons une partie de ce réservoir. En plus, la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie ont un impact sur les nerfs du côlon et du rectum. Quelles que soient les parties du côlon et du rectum que l'on enlève, ça va rétrécir le passage et va faire en sorte qu'il y aura plus de transit des selles et pourrait altérer le fonctionnement du sphincter. Nous, comme cliniciens, et comme chirurgien, nous avons dans notre arsenal des techniques de chirurgie pour recréer une sorte de nouveau rectum. Et cela peut aider avec les symptômes du SRAB. Ça ne retire pas ce syndrome, mais peut amoindrir la gravité des symptômes. Et moi, j'essaie de reconstruire ce type de réservoir. Néanmoins, 7 personnes sur 10 qui se fait opérer du rectum ou du côlon descendant va vivre une sorte de perturbation du transit intestinal après l'opération. Mais les changements et les impacts sur les personnes sont très différents d'une personne à l'autre et leur impact sur la vie peut varier. Alors voici ici un bon exemple de l'importance de la personnalisation du plan post-traitement. Et je vais vous donner l'exemple du transit intestinal, c'est mon domaine d'expertise, mais ça peut être également le cas pour d'autres perturbations, par exemple la perturbation de la fonction sexuelle après l'opération. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce que j'ai ces selles fréquentes, est-ce que ce sont des selles fréquentes, des allers-retours aux toilettes fréquents, l'incontinence, à quel moment de la journée est-ce que c'est pire, ou est-ce que c'est pire pendant la fin de semaine? C'est également très important de réfléchir aux symptômes et leur impact sur vous. Par exemple, peut-être que je travaille de la maison et donc ça me dérange moins que de devoir aller aux toilettes fréquemment. Mais vous savez, par exemple, une fois par mois, j'ai une fuite et ça m'empêche d'aller sur un vol long courrier ou de voyager, qui est une passion pour moi. Alors c'est quoi exactement qui me dérange dans mes symptômes? C'est la question à se poser. C'est également important de noter la consistance des selles. Donc après la chirurgie et le traitement, la consistance de vos selles pourrait changer. Des selles de type 3 ou 4 bien formées et sont plus faciles à retenir et plus faciles à évacuer. La diarrhée ou les granules sont plus difficiles à contenir et pourraient également mener à une évacuation difficile. Alors choisissez par exemple à ce qui pourrait se passer avec vos selles. Pour chaque personne, les aliments vont avoir une incidence différente sur leurs selles, mais il y a vraiment des liens avec les aliments. Un des coupables fréquents que les patients m'ont appris, c'est le régime, par exemple les chewing-gums, le Coca-Cola diète, les aliments avec des fibres insolubles, les aliments épicés qui mènent à de la diarrhée. Il y a également l'alcool, la caféine ou boire trop d'eau qui sont des coupables. Chaque corps va réagir différemment à ces aliments. Alors c'est certain que c'est pas une approche uniformisée et une solution unique. Une fois qu'on a compris les syndromes et qu'on comprend ce qui se passe dans notre corps, c'est tellement important d'établir des objectifs personnels. Qu'est-ce qui me dérange dans mes symptômes? Bon, j'arrive pas à dormir le soir parce que je dois aller aux toilettes toutes les 2 heures, ou j'ai peur d'avoir un épisode d'incontinence dans mon lit. Je veux surmonter ces problèmes de symptômes intestinaux ou bien les selles fréquentes. Je travaille de la maison, donc c'est pas un problème, mais quand je retournerai au bureau, ce sera un problème. J'aurai pas des toilettes à proximité. C'est quoi que je veux changer?
Où est-ce que je veux reprendre le contrôle? Les stratégies d'autogestion sont vraiment le point de départ pour gérer ces dysfonctionnements intestinaux. Vous êtes les seuls à savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre corps et à quel moment et quels sont les aliments provocateurs. Moi, je peux vous donner de la rétroaction, réfléchir avec vous. Mais une fois que vous avez réfléchi à ce qui se passe vraiment dans votre corps, cherchez un soutien de vos pairs. Et nous allons parler des initiatives de soutien par les pairs et par la famille et les amis. Et bien sûr, nous, médecins cliniciens, sommes là pour vous accompagner dans tout ce parcours. Alors, quelques conseils pour les perturbations du transit intestinal. L'enveloppe de psyllium ou le métamucil est une fibre soluble, quelque chose que votre corps peut digérer, et cela facilite vos selles pour arriver au type de sel 3 ou 4 que vous pouvez contenir et évacuer facilement. Les bananes, l'avoine sont également des fibres solubles, contrairement aux légumes à feuilles et d'autres fruits. Ces fibres sont digérées et intégrées à vos selles pour vous aider à avoir un transit intestinal et des selles que vous pouvez contenir et évacuer facilement sans douleur. L'Imodium, c'est un médicament en vente libre que vous pouvez utiliser. Certains patients l'aiment beaucoup. L'Imodium a complètement changé leur vie, mais pour d'autres personnes, l'Imodium, ils disent que ça les constipe, leur donne des ballonnements et des crampes. En fait, l'Imodium, on l'utilise un comprimé à la fois, jusqu'à 8 comprimés, mais je vous recommanderais pas d'utiliser 8 comprimés. C'est important de tenir un journal quotidien, ça permet de faire des liens, à la fois pour vous et votre clinicien. Vous pourriez vous dire que vraiment, c'est le soir que vous avez des problèmes répétitifs ou quand vous mangez certains aliments. Et finalement, quand vous apportez des changements, soit à votre régime ou vos médicaments, essayez d'attendre toute une semaine pour voir quel pourrait être l'impact de ces changements. Il y a également vos habitudes aux toilettes qui sont importantes. Il y a une bonne façon de s'asseoir sur un bol de toilette à 30 degrés, les pieds sur un tabouret si vous avez du mal à faire vos selles. Parce que pour certaines personnes, le SRAB, c'est plutôt un problème d'évacuation des selles que d'incontinence. Ne passez pas trop de temps sur le bol de toilette, ce n'est pas une salle de lecture. Aussi, il faut prendre soin de votre peau périanale, c'est très important. Du fait de la fréquence du transit, initialement après la chirurgie surtout, les choses s'améliorent, mais il faut quand même faire attention de bien soigner sa peau périanale pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas de lésions cutanées, de saignements et d'infections. Il y a également les exercices du plancher pelvien, les exercices de rétroaction biologique, comme les Kegel. Si vous avez déjà fait ça et que ça n'aide pas, voyez un physiothérapeute spécialisé en plancher pelvien, ça pourrait également vous aider. En Chine, une étude a été faite avec 175 personnes qui ont survécu au cancer colorectal. Ils ont trouvé que ceux qui utilisent des stratégies d'autogestion avaient des meilleurs symptômes et intestinaux et que les meilleures stratégies d'autogestion, c'était des changements au régime. Aux Pays-Bas, ils ont mis en œuvre un programme où ils ont dépisté tous les patients pour voir s'ils avaient des dysfonctionnements intestinaux après la chirurgie colorectale. Et ils ont donné aux patients des informations, des conseils, des astuces en fonction de ce qui les gênait. Et ils se sont rendus compte que leur qualité de vie s'était beaucoup améliorée. Ici, à l'université McGill et à l'hôpital général juif, nous avons lancé un essai multicentrique en Amérique du Nord. Nous avons mis au point une trousse d'informations et un programme de soutien infirmier pour joindre le geste à la parole avec les personnes qui sont présentes des survivants du cancer colorectal à mesure qu'ils développent de nouveaux fonctionnements du système de transit intestinal. Nous espérons qu'ils retrouveront une bonne qualité de vie. Nous avons inclus beaucoup d'informations sur le fonctionnement du rectum, les selles et beaucoup des diagrammes que je vous ai présentés aujourd'hui, de même que des carnets. Nous avons transposé cette information sur un forum de soutien par les pairs en ligne où il y a également toutes les informations disponibles. Il y a également des bénévoles qui ont subi ces dysfonctionnements de leur transit et qui ont réussi à l'optimiser, qui ont appris à devenir des mentors pour leurs pairs sur un forum confidentiel en ligne. Ils servent maintenant de mentors pour leurs pairs et les soutiennent pour supporter ce dysfonctionnement en leur donnant des conseils réconfortants et des astuces pour relever ce défi. Alors à présent, au cœur du traitement, il y a plusieurs modalités pour améliorer le transit intestinal après le traitement du cancer colorectal. Mais vraiment au cœur du traitement, c'est vous. Être
responsabilisé, habilité en ayant accès aux informations, en les connaissant, en connaissant les options de traitement et en établissant des objectifs cibles pour déterminer le nouveau fonctionnement de votre transit. Il a des options avancées telles que l'irrigation transrectale et la neuromodulation du sacrum et j'offre certainement ces modalités aux patients, ces solutions, une fois qu'on a passé en revue les stratégies d'autogestion et qu'on estime que ça c'est la prochaine étape. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas du tout seul. S'il y a bien un message que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas simplement une complication de chirurgie que vous subissez seul. Avec ma collègue la docteure Loisel, nous avons établi un groupe d'études avec des patients à l'hôpital général juif et ils nous ont dit qu'ils ne se sentaient pas assez prêts à gérer les dysfonctionnements, qu'ils se sentaient seuls et isolés après la chirurgie, comme s'ils étaient seuls à subir ces symptômes. Et ils n'avaient pas l'impression qu'on leur avait expliqué que ces symptômes allaient s'améliorer après la chirurgie et ils avaient l'impression de perdre espoir quelques mois après la chirurgie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, docteur Boutros, de nous avoir parlé non seulement de l'impact, mais aussi des solutions pour traiter, pour gérer les SRAP post-traitement. Je vais présenter les participants à la discussion, Anna, Chris, Elito et la docteure Loisel. Anna, voulez-vous commencer et nous parler un petit peu plus de vous? Merci beaucoup. Merci de me donner la possibilité de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à l'hôpital général juif, les personnes qui m'ont sonné la vie vraiment. Vraiment, je leur en suis très reconnaissante. Je leur en ai été reconnaissante à toutes les étapes. Et mon histoire est plutôt une histoire très heureuse, hein. Donc, merci beaucoup. Mon cheminement pour trouver des solutions a été un petit peu caillouteux parce que je n'avais pas de soutien de la part de père. C'est quelque chose qui commence à se mettre en place et c'est bien pour les autres personnes. Et je pense que c'est vraiment la clé pour trouver des solutions. On parle avec d'autres personnes qui sont confrontées au même syndrome et ça m'a vraiment aidé. J'ai trouvé des choses en ligne. C'était une autre appli. Et d'ailleurs, l'aide de la part des pairs a été vraiment incroyable. Ça m'a aidé à surmonter tous ces défis du quotidien. Dans mon cas, eh bien, le problème c'était que j'allais aux toilettes du matin au soir et même la nuit également. Donc c'était l'enfer. Grâce à la solution que j'ai maintenant, ma vie est devenue normale, elle est même mieux qu'avant, avant mon cancer rectal. Donc vraiment merci, merci beaucoup pour votre aide. Merci Anna. Chris, pouvez-vous vous présenter rapidement? Je m'appelle Chris Schwartz. C'est ma quatrième année en tant que survivante. Je dois dire que je n'ai pas eu la chance ou l'occasion de connaître toutes ces informations avant. Notre centre anticancéreux à Kitchener, vraiment, ils savent bien prendre en charge les patients, les symptômes, le traitement. Mais une fois que le traitement est terminé, on est vraiment livré à nous-mêmes, hein. Et c'est pourquoi vraiment je souhaite participer à cet effort de sensibilisation pour aider les gens. Parce que pendant que j'écoutais, en fait, tout me parlait. C'est dommage qu'à l'époque, je n'ai pas pu en parler à quelqu'un. Parce qu'on se sent vraiment très isolé lorsque l'on a ces symptômes. On ne sait pas vraiment ce qui se passe par moment, on ne contrôle plus son corps. Et même souvent, je me trouvais sur le sol des toilettes et j'essayais simplement de calmer mon intestin et je ne savais pas ce qui se passait. Alors, si j'avais su que c'était normal, bien, peut-être que je n'aurais pas trouvé ça aussi horrible. Alors, en savoir plus, parler de mon expérience, sensibiliser les gens, eh bien, je pense que c'est quelque chose d'important. Surtout dans le cas du cancer colorectal. Je crois que c'est une maladie, un cancer assez silencieux. Les gens ne se rendent pas compte vraiment. Surtout quand on est une femme et qu'on dit aux gens qu'on a eu un cancer, les gens partent du principe que c'était un cancer du sein, alors que ce n'est pas le cas. Donc, plus on va en parler, plus on se soutient les uns les autres, mieux les choses vont aller. Et on pourra aussi peut-être être traité plus tôt. Merci beaucoup, Chris. Et Lito, vous voulez faire la même chose et vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je m'appelle Elliot. J'ai été diagnostiquée en 2016.
D'ailleurs, dans 4 semaines, cela fera 5 ans depuis mon opération. Donc vraiment, j'atteins un jalon. Nous devons tous vraiment être reconnaissants envers les personnes telles que la docteure Boutros qui ont décidé d'agir pour pouvoir faire en sorte que tous ces problèmes, tout ce concept de SRAB soit finalement connu. Il faut en parler aux patients qui n'auraient pas les ressources sinon. Je me rappelle que après ma chirurgie, en fait, je n'avais pas accès à de telles ressources. Il n'y en avait pas à l'hôpital, ça c'est certain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer une partie de mon énergie à cette maladie, au syndrome de résection antérieure basse et à ses symptômes. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais du bon côté de la diapositive de la docteure Boutros. J'étais dans les 30% de patients qui ont eu très très peu de problèmes. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés incroyables. Et c'est vraiment une bonne chose de voir qu'il y a désormais des ressources qui sont disponibles pour ces personnes et qui les aident à se rendre compte bah, qu'elles ne sont pas seules déjà et qu'il y a des groupes qui existent, qu'il y a du soutien qui est disponible. Et je pense que nous devons vraiment leur remercier. Un grand merci, Elliot, et toutes mes excuses pour votre nom. Il était mal écrit, effectivement. Donc, toutes mes excuses. Maintenant, je vais donner la parole à la docteure Loisel. Et ensuite, nous aurons une discussion. Psychologie. Et ce qui m'intéresse vraiment, eh bien, c'est m'assurer que l'on puisse vraiment aider les personnes atteintes de cancer du mieux possible. L'exemple de la docteure Boutros est vraiment celui d'une approche axée sur le patient. On personnalise les soins sur la base de ce que ressentent les gens ou de ce qu'ils signalent. C'est vraiment une approche qui part du bas, ce n'est pas une approche de haut en bas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait partie de l'équipe de la docteure Boutros et ce que nous avons appris nous a vraiment fait changer la façon d'envisager les soins et tout cela vient des patients. Par exemple, le groupe de discussion que nous avons mis en place, eh bien, là, il y a des gens qui disaient: «Ah, mais je ne savais même pas qu'il y avait un nom pour tous ces symptômes». Et ils étaient vraiment soulagés de constater que le SRAP, c'était un ensemble de symptômes et que c'était quelque chose, une chose sur laquelle on pouvait agir et cela leur a donné beaucoup d'espoir afin de pouvoir réduire leur isolement social du fait de leurs symptômes. Donc, je pense que c'est une façon d'associer les aspects psychologiques, les aspects physiques afin d'améliorer la qualité de vie des patients en partant de ces deux angles d'approche. Un grand merci, docteur Loisel. Pour démarrer la discussion, il y a une question que j'aimerais poser aux patients. Après le traitement, qu'est-ce qui a changé le plus dans votre cas? Qui veut commencer? Elliot, vous voulez commencer? Je peux commencer. D'accord, allez-y, Chris. Alors, ce qui a changé le plus dans mon cas, je crois que c'était la transition entre le centre anticancéreux et mon médecin. Alors, je dis pas ça de façon négative. C'était un manque d'information. Moi, j'adore mon médecin de famille. Ça fait longtemps qu'elle me suit. Nous avons une très bonne relation, mais c'est le transfert d'informations. Savoir ce qu'elle devait faire, quels examens elle devait réaliser. Et on était un peu perdu au début, je dois dire. Mais finalement, c'est la partie soutien qui m'a vraiment manqué. Pouvoir parler à des personnes qui avaient vécu la même chose pour pouvoir trouver des solutions. Bien souvent, je me suis demandé, mais est-ce que je suis normale? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'appelle Picking Up the Pieces. Et il m'a vraiment aidé parce qu'il contenait énormément d'informations.
Bien, merci Chris. Donc là, à nouveau, c'était le transfert euh, de ces informations. Docteur Boutros, vous souhaitez dire quelque chose? Oui, tout à fait. Je vous entends, Chris. Écoutez, je suis heureuse de faire votre connaissance et d'entendre votre avis. C'est très sage. Docteur Loisel et moi-même travaillons sur un programme similaire. Je crois que vous n'êtes pas la seule. Souvent, les médecins de famille sont vraiment très impliqués dans votre santé et d'un seul coup, vous disparaissez de leur sphère pour ce traitement extrêmement spécialisé. D'un seul coup, vous réapparaissez. Donc, nous travaillons sur un programme qui s'appelle Shared Care, soins partagés. Et le médecin de famille vient avec nous, participe à tout ce voyage. Et bon, je dois dire que de mon côté, je suis en retard toujours, je ne renvoie pas les lettres aux médecins. Donc avec ce programme, ils sont vraiment associés et on leur envoie également des informations sur la survie après un cancer colorectal, les symptômes qui peuvent se présenter, quelle surveillance doit être mise en place, ce genre de choses, pour pouvoir essayer justement de résoudre ces préoccupations. Et je crois qu'un grand nombre de personnes parfois se sentent un petit peu perdues parce que c'est trop spécialisé. Oui, effectivement, vous proposez une continuité et c'est une excellente chose, hein. Et ça peut permettre d'atténuer un petit peu toutes ces émotions que l'on peut rencontrer dans ce genre de situation. Alors, j'aimerais également parler un petit peu avec vous de façon plus précise comment votre fonction intestinale a changé après le traitement et comment vous avez réagi. Allez-y, Anna, allez-y. Bien, moi, j'avais été prévenue par une de mes amies qui avait eu exactement la même chose que moi. Elle était en avance sur moi, si je puis dire, de 8 mois. Donc, elle m'avait tout expliqué, de quelle façon elle avait géré la reconnexion, etc. Donc, j'avais une petite idée de ce qui m'attendait. J'avais même d'ailleurs envisagé de conserver la poche au vu de tout ce qu'elle m'avait raconté. Mais j'espérais un petit peu quand même, comme Elliot, que ce ne serait pas aussi terrible dans mon cas. Mais en fait, ça a été horrible. Horrible, horrible, vraiment. Et j'ai arrêté de manger, tout simplement. Je me suis dit, bah, si la nourriture c'est le problème, je vais arrêter de manger. Alors, je mangeais peut-être un aliment par jour et c'était encore pire parce que ça me brûlait. Les fluides corporels, quand ils devaient être euh, ex- sortir de mon corps, c'était encore pire. Donc c'était très dur à gérer. C'était un choc, un véritable choc. Mais bon, je m'en suis sortie grâce à l'aide par les pairs, vraiment. Merci. Alors, j'entends bien ce que vous dites, Anna, mais comment avez-vous surmonté ces défis? Ah, de façon plus précise? Eh bien, dans mon cas, ce qui a fonctionné, ce sont les lavages. Oui, chaque jour, je fais un lavage à un moment spécifique de la journée, lorsque mon intestin est encore à peu près calme, et je suis tranquille pour 36 heures. Et ça y est, c'est réglé. Pas de problème. Pas d'accident. Cela fait 3 ans maintenant, et pas une seule fois j'ai eu un problème. Donc ça, vraiment, c'est ce qui me permet de gérer la situation. Alors, je vous vois hocher de la tête, docteur Boutros. Est-ce que vous souhaitez parler de ce mécanisme pour surmonter les effets post-traitement? Écoutez, je suis heureuse que Anna ait trouvé ce remède. Alors, ce qui m'attriste, c'est que vous ayez dû le trouver par vous-même. Je crois que maintenant que nous sommes plus informés, en Europe, ils l'utilisent très tôt. Parce que dans la première année, alors bon, vous pourrez me dire si c'était votre cas, mais ce que l'on constate, c'est que c'est la première année qui est la pire. Les choses s'améliorent progressivement, un mois après l'autre, et on atteint une sorte de plateau au bout de 2 à 3 ans. En Europe, ils commencent les lavages dès après le premier mois. Et si vous vous rappelez, le premier mois, c'était un mois horrible, n'est-ce pas? Les choses étaient vraiment terribles, et les gens ne dorment pas. Ils ne sortent pas de chez eux. Donc en Europe, ils utilisent les lavages assez rapidement.
Nous, en tant que chirurgiens, on est toujours un petit peu hésitants, mais finalement, ils ont prouvé que c'était une méthode sûre. Donc, nous essayons d'adopter cette pratique de plus en plus et j'espère que nous pourrons en faire part à plus de personnes qui ont une chirurgie. Donc, je suis heureuse que vous l'ayez trouvé, Anna. Je ne savais pas ce qui fonctionnait pour vous, mais c'est une très bonne solution, effectivement, surtout pour les personnes qui ont une connexion très proche du sphincter. Plus la connexion est basse, plus les symptômes sont difficiles. Merci beaucoup, Dr Boutros. Docteur Loisel, des conseils, des meilleures pratiques dont vous souhaiteriez nous faire part? Alors, il y a une chose que nous avons remarqué, c'est que souvent, la prise en charge des symptômes et des effets secondaires, c'est quelque chose dont les gens parlent avec un soignant, avec un partenaire, un ou une amie, comme l'a déjà mentionné quelqu'un tout à l'heure. Donc nous essayons vraiment de mettre en place un réseau plus informel également, afin que les gens puissent s'aider les uns les autres. Lorsque nous avons eu ce groupe de discussion, eh bien les participants sont venus accompagnés de quelqu'un. Donc avoir un navigateur, comme on dit, ou un programme où le patient est partenaire, eh bien le fait de venir avec quelqu'un, ça peut permettre d'absorber une information qui peut être complexe ou alors d'entendre une information difficile, quelque chose que va annoncer le médecin ou l'infirmière. Venir accompagner, ça peut vraiment aider à gérer la situation. Donc vraiment, je ne peux qu'inciter les personnes à venir accompagner. Ça aide vraiment. Alors, vous n'êtes pas seul, mais ne restez pas seul, n'est-ce pas? Assurez-vous d'avoir toujours quelqu'un à qui parler. Elliot, pourriez-vous nous dire un petit peu aussi ce qui, dans votre cas, a le plus changé après le traitement? Qu'est-ce qui a le plus eu un impact dans votre cas? Moi, j'ai été très chanceux. J'ai eu des symptômes pendant 3 mois à peu près après la reconnexion. Donc, ça n'a pas été si difficile que cela. Les choses ont été plutôt simples dans mon cas. Alors, j'ai assez rapidement réalisé, alors quand je dis rapidement, hein, c'était plusieurs mois, mais j'ai réussi à comprendre quels étaient les aliments qui me posaient problème. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai modifié mon régime alimentaire, hein. Néanmoins, même encore aujourd'hui, je mange certains de ces aliments qui me posent problème parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais je sais qu'il y aura des conséquences. Bon, et c'est ça, ma nouvelle normalité, comme le disait Dr Boutros. Bien, merci beaucoup, merci à vous tous. Merci de nous avoir raconté votre expérience. Maintenant, nous allons répondre aux questions du public. Et pour ce faire, je vais donner la parole à Hannah Cohen, dont vous avez fait la connaissance un petit peu plus tôt dans la journée. C'est elle qui va animer la séance de questions-réponses.